Je nous présente. Donc, nous sommes les artisans de la fiction. Nous proposons des formations à la narration littéraire. Et je suis Lionel Tran et Raphaël Bischoff. Tous les deux, nous sommes formateurs et cofondateurs de la structure. Lorsqu'on rencontre un artisan, la chose qui nous intéresse le plus, c'est de l'observer travailler. Vous savez, ça vous arrive pendant les vacances, parfois, on s'arrête, on aime voir le geste, comprendre le travail, on aime entendre parler un artisan de son métier, de la façon dont il l'exerce au quotidien. Et puis ce qui nous intéresse aussi, c'est la façon dont il l'a appris, dont il sert ce métier. On aime sentir qu'à travers les pratiques d'un artisan, l'artisan honore un savoir-faire, qu'il le transmet, il le met à jour, il le transforme et il lui permet de continuer à exister. Ce qui nous intéresse dedans, c'est de sentir que c'est un savoir-faire ancestral auquel quelqu'un se consacre, se forme, transmet, apprend à maîtriser des techniques qui ont été mises en œuvre avant lui par des maîtres. Un artisan cherche à comprendre, à reproduire, à prolonger, à faire vivre ce que les maîtres ont fait, ce que leur maîtrise leur a permis d'atteindre. Alors pourquoi je vous parle d'artisan ? Parce que pour nous, le romancier, l'écrivain, le pourvoyeur d'histoire, c'est un artisan aussi. On a des traces, des savoir-faire narratifs qui remontent aux toutes premières traces archéologiques de l'écriture. Et depuis que l'écriture existe, on a des traces d'auteurs qui se sont penchés sur l'artisanat de la narration en s'interrogeant, est-ce qu'il y a des règles de construction, est-ce qu'on trouve des traits communs, des structures communes, quel est le sens d'une histoire, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça touche, pas seulement sur un plan culturel, intellectuel ou historique, mais techniquement, comment marche l'écriture. Donc vous connaissez, vous avez étudié il y a peut-être longtemps Aristote, la poétique, qui a posé des bases qui sont toujours valables, des auteurs qui se sont penchés sur les structures à l'œuvre dans la narration. Plus près de nous, début du XXe siècle, il y a Vladimir Propp, Morphologie du conte de fées, encore plus près, Yves Lavandier qui a écrit la dramaturgie, Joseph Campbell, un anglo-saxon qui a écrit le héros au milieu d'un visage sur les archétypes à l'œuvre dans les structures narratives. Et tous ces j'aime pas tellement le terme théoricien, mais ces mécaniciens de la narration se sont penchés sur les règles classiques de la dramaturgie. Quelles sont les différentes parties, quelles sont les fonctions qu'on trouve dans toutes les bonnes histoires. Alors je vous parlais d'artisanat, un menuisier, on sait ce qu'il fait, un cuisinier, on sait ce qu'il fait, et comme artisanat, qu'est-ce que propose le romancier ? Je vais dire un gros mot. Le romancier, il nous propose de la distraction, avant tout. Ça ne veut pas dire de la bêtise, la distraction, hein. Une manière d'apprendre. Il nous raconte des histoires, il nous raconte qu'est-ce que c'est l'expérience de la vie, mais pas seulement sur un plan philosophique, théorique, sociologique, émotionnel. Et le travail du romancier, c'est de créer des émotions avec les outils de la langue et l'héritage technique, narratif de tous les romanciers, de tous les narrateurs, quelles que soient les formes qu'il y a eu avant. Donc le projet des artisans de la fiction, il s'est ouvert au public en 2014 et la base de notre projet, c'était de créer des formations d'écriture. On ne parle pas d'ateliers d'écriture, d'un espace d'expression, de loisirs créatifs, mais vraiment un désir d'initier le public, les aspirants écrivains, à l'artisanat du romancier. Parce que ce qui nous amène à lire, c'est on avait juste à l'instant un libraire et des auteurs jeunesse. C'est les premiers plaisirs qu'on a quand on est gamin, puis pré-ado, ado, à se laisser embarquer dans une histoire. Et on se demande, même si on n'ose pas le demander parce qu'il n'y a pas de réponse autour de nous, comment c'est fabriqué, comment c'est fait. On sent bien que c'est pas juste quelqu'un qui se met devant sa feuille et puis ça sort, il y a des personnages, c'est l'imaginaire. On sent qu'il y a de la maîtrise, de la technique, de l'apprentissage. On se laisse embarquer. C'est pas une bonne comparaison, mais dans un film mental, avec en plus l'accès aux sensations corporelles et aux pensées. Alors comment quelqu'un, un être humain, il arrive à créer ça ?
Est-ce que c'est un génie qui va sortir ses savoir-faire par magie, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a appris? Et on souhaite savoir, comme quand on est cinéphile, on souhaite savoir comment c'est fait, qu'il y a une dizaine, une vingtaine, 500 personnes qui travaillent dessus pour construire les décors. Alors comment le romancier fait? C'est ça, on parle depuis tout à l'heure de l'amour de comment faire lire. C'est la grande question, comment faire lire? Aux artisans de la fiction, on défend l'idée que pour faire lire, il faut défendre le métier, pas seulement les écrivains, le fait qu'ils soient payés, etc., qu'on continue à lire, mais comment ils travaillent. Donc on se demande en lisant, en tout cas très jeune, comment le romancier travaille, comment il construit ses personnages, comment il construit leur personnalité, c'est quoi une trame, comment il construit la charpente, comment il gère la dynamique narrative chapitre par chapitre, comment il donne à voir, comment il intéresse, comment tout à l'heure dans la première présentation des libraires, il y avait plein de types d'écriture noire, polar qui étaient abordés, mais la question du plaisir, de ce qui nous embarque dedans, comment l'auteur il fait pour nous embarquer. C'est tout un travail technique. Donc les formations que nous proposons, elles touchent à l'apprentissage. C'est vraiment, on a ressorti les tableaux, il y a des fiches pédagogiques qu'on crée, des devoirs. C'est pas de l'expression personnelle, c'est de l'apprentissage. On aborde la narration littéraire sous 3 angles fondamentaux sur lesquels on fait travailler nos élèves sous forme de stage, de cycle. Le thème l'axe le plus profond qui demande longtemps un travail de recherche, de maturation, c'est bien sûr la question thématique. C'est ce qui fait qu'il va y avoir une différence. Mais les thèmes, ce n'est pas des choses qu'on choisit dans un catalogue en se disant ça c'est à la mode. Les thèmes, nous appelons ça les territoires d'écriture. Ils proviennent de l'expérience émotionnelle personnelle, les lieux où on a vécu, les choses à quoi on s'est confronté, et pas que seulement pour un champ autobiographique, en termes d'expérience humaine, pour insuffler la vie dans une histoire, dans des personnages. On ne va pas copier des histoires policières à New York, on va s'inspirer de ces expériences premières. Donc on fait travailler en fond la recherche thématique personnelle, on fait travailler, c'est un travail qui est très long, un apprentissage qui est très laborieux, ce qu'on appelle la charpente, le travail de structure, d'apprentissage des règles de construction. Par règles, on parle de règles classiques, on ne parle pas de règles de best-seller facile, quoi. La tragédie, la comédie, le type de récit intermédiaire, comment ça se construit, à quoi sert un récit, qu'est-ce qui va toucher, comment ça fonctionne. On apprend à nos élèves à maîtriser les modèles narratifs classiques et modernes. Et puis, il y a tous les outils, parce que ça, c'est des outils qu'on trouve dans tout type de narration. Vous parliez de séries, de mangas. La narration, c'est des règles universelles et on la trouve, que ce soit dans des séries télé, que ce soit dans des jeux vidéo, dans des livres dont vous êtes le héros. On trouve partout, c'est ce qui nous emporte. Mais dans la littérature, parce que j'ai parlé de formation de narration littéraire, il y a une grande spécificité, c'est-à-dire que l'auteur seul doit recréer cette expérience immersive. Et pour ça, il n'a pas un éclairagiste, il n'a pas des acteurs, il n'a pas des gens qui vont faire la composition 3D des personnages ou les dessiner, il n'a pas un musicien, il doit tout faire. Et il y a des outils qui sont spécifiques, c'est les outils du romancier qui sont là pour connecter le lecteur au personnage, à la pensée du personnage en direct, et pas au monologue de l'auteur qui nous parle de ce qui l'intéresse dans la société actuelle ou je ne sais quoi, mais à la pensée du personnage, les sensations corporelles, l'action, et pas la gesticulation ou le combat, l'action, comment on montre que quelqu'un prend un verre d'eau, que ça lutte, que ça lui demande un effort, que c'est pas facile. On a le dialogue, bien sûr, la description qui est liée aux émotions du personnage pendant la scène, pour donner à voir. Voilà, notre approche repose sur l'apprentissage, la formation des outils, l'étude, l'analyse narrative, la mise en application. Mais on en rediscutera si ça intéresse certains d'entre vous à la pause. Vous pouvez aller sur notre site où il y a énormément d'interviews d'auteurs, pas sur leur personnalité, pas sur leur parcours, sur la technique, sur comment ils construisent un roman, comment ils travaillent. On a des auteurs anglo-saxons, on a des auteurs français, on a des interviews d'éditeurs sur les dimensions de métier. Et pour nous, vraiment, la clé
pour défendre, pour faire lire. Et on propose aussi des ateliers à des ados, des pré-ados. C'est apprendre le métier et s'ouvrir au métier en tant que prof, en tant que libraire, en tant que critique, en tant qu'éditeur. Comment c'est fait pour travailler de concert avec l'auteur sur un vrai travail artisanal qu'on va défendre ensuite. Donc pour rentrer plus dans le concret, parce que j'étais sur des généralités, je vais laisser la parole à Raphaël Bischoff qui va vous présenter le contenu d'un stage consacré aux structures narratives du polar. Alors, je vais modifier la diapo. Donc, parmi toutes nos formations, donc on propose un stage polar. On est plutôt de formation littéraire générale. Après, pour l'instant, le seul genre qu'on a abordé, c'est le polar, puisque j'en écris un petit peu, j'en ai beaucoup lu. Donc, pour chaque formation, on a des objectifs. Objectifs généraux de stage et des compétences visées. C'est-à-dire que stage polar, on ne va pas évaluer les gens qui viennent apprendre sur la capacité à écrire un dialogue dynamique. On est d'accord, parce qu'on est sur la construction d'un polar. Donc on est assez précis. Un stage comme ça, donc 30 heures, 5 jours du lundi au vendredi, ça demande pour nous un bon mois de travail à temps plein à plusieurs. On remet en question pratiquement à chaque session ce qui a fonctionné, pas fonctionné, en fonction de ce qu'ont produit les stagiaires. Vous avez deux objectifs généraux. Être capable de gérer efficacement le travail de construction d'un polar. Ça, c'est plus destiné aux apprentis écrivains qui viennent. Des fois, des écrivains, on a une scénariste. Là, la prochaine fois, on a un écrivain jeunesse qui a eu pas mal de prix, qui veut se former. Donc, écrivain apprenti ou écrivain qui veulent se former spécifiquement sur le polar. Le deuxième objectif, il est plus à destination de tous ceux qui défendent le livre. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Lionel, mais pas sous l'angle thématique, ni de la personnalité de l'écrivain, mais sous l'ordre technique. Donc bibliothécaires, blogueurs, blogueuses, qui veulent défendre des livres, libraires, enseignants, qui veulent aussi apprendre à leurs élèves à raconter des bonnes histoires. Voilà, donc analyser et réparer, ça c'est plus pour les éditeurs qui, des fois, et on en lit des bouquins qui sortent, et qui en termes de structure, en termes de thématique, on se dit il aurait bien fallu un autre coup de la part de l'éditeur, de retravail. On sent des fois il y a des ouvrages qui sont bien sur certains aspects, et puis que sur 40 pages, 50 pages, on n'y est plus. Voilà, et ça c'est aussi le travail de l'éditeur, qui doit aussi être capable de faire retravailler son auteur. Pas le censurer, on a entendu les censures, pas le censurer, mais donner plus de puissance, relever des thèmes, relever des personnages. Les compétences visées, quelle heure il est? Juste oui, pour info, qui est enseignant pas documentaliste, enseignant, pardon. Ouais, mais avec, non, mais c'est quand même spécifique, c'est quand même un boulot spécifique. Et voilà, non, mais enseignant avec une classe. Enfin, des classes. Et les documentalistes, il y en a combien? Pardon. Et les bibliothécaires ou ceux qui travaillent en bibliothèque? Ah, d'accord, il y a une grande majorité de bibliothécaires. Okay. Donc, compétences visées, je vais passer rapidement. Acquérir les bases du genre, ça on en parlera, parce que je vais vous présenter un outil, c'est-à-dire concrètement comment ça se passe dans un stage, un atelier, un outil concret, comment on fait apprendre. Donc là, je ne reviens pas sur la première compétence. Préparer un univers narratif de polar. Ce qu'on appelle univers narratif, en fait, c'est à la fois un lieu, à la fois un milieu. On décide dans un auteur de polar d'aller creuser du côté des réseaux de prostitution. Bon. Donc c'est un univers narratif, ça veut dire que on s'y intéresse depuis longtemps, on connaît le milieu, soit on se documente. Sur l'univers narratif, on ne part pas sur un polar qui se passe dans l'Ouest américain, on n'y a jamais mis les pieds, du coup ça va faire cliché, du sur-cliché, sur-cliché, on va copier le téléfilm. Donc on essaie de partir toujours à la base, toujours partir de ce qu'on connaît, ou alors si on ne connaît pas, on se documente très très sérieusement.
Donc ça, c'est l'univers narratif. Créer un trio de personnages, je reviendrai dessus plus tard. Le trio du roman à énigme, en tout cas, c'est la victime, l'assassin, enquêteur. On verra que ça change quand c'est un thriller ou ça peut changer quand c'est plus tendance plutôt roman noir. Construire un meurtre et une enquête, ça c'est la spécificité du roman énigme. Pourquoi ? Parce que en tant qu'auteur, vous devez mener votre lecteur par le bout du nez, d'accord ? Il y a une sorte de jeu qui s'installe entre le lecteur et l'enquêteur, sur les romans énigmes. Donc si vous ne savez pas, en tant qu'auteur, ce qui s'est passé pour de vrai, parce que l'enquêteur découvre une scène de meurtre, un kidnapping, une scène ou un viol, un acte très violent souvent, et après il va essayer de résoudre l'affaire. Mais si vous, en tant qu'auteur, vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé, donc ce qu'on va découvrir, ce que le lecteur va découvrir à la fin, c'est très compliqué d'inventer au fur et à mesure. Donc construire un meurtre et une enquête, avec tout, on a plein d'outils, comment créer une fausse piste, quels sont les rôles des différents indices, comment on peut les utiliser. Structurer une énigme policière en 5 actes, bon, vous êtes tous, on va dire, la structure en 3 actes, vous connaissez, simplement dans les romans, et notamment dans les romans de genre, on divise le second acte, qui pose toujours problème parce qu'il est long. Le début, on voit à peu près ce que c'est, ce qu'il faut y mettre. La fin, on voit à peu près. Et le long milieu. Donc du coup, souvent, maintenant, la structure en 3 actes, elle s'aborde en 4 ou 5 actes. C'est-à-dire que le deuxième acte, on le morcelle avec des pivots dramatiques, des renversements. Se servir de son expérience pour construire un polar singulier, donc je reviens pas dessus. Et puis apprendre à intégrer la violence dans ses personnages et son univers. C'est la base du polar, de près ou de loin, on parle de violence, que ce soit de la violence sociale, socio-économique, politique, violence intégrée, donc tout ce qui est les maladies mentales, et puis la violence des actes, le meurtre, le viol, le kidnapping, les agressions. Voilà. De toute façon, qu'on parte sur un thriller, qu'on parte sur un roman noir ou qu'on parte sur un polar, on a à un moment donné... On doit questionner cette question de la violence et surtout se dire, pour moi, en tant qu'auteur, c'est qu'est-ce qui est violent actuellement ? Qu'est-ce que moi, en tant qu'auteur, je ressens comme étant violent ? Et comment je vais pouvoir le mettre en scène après ? Ça va ? Vous avez faim aussi ? Donc, le contenu que Raphaël Bischoff vient de lister, c'est le contenu du stage. Ça intéresse des gens qui veulent écrire ou des gens qui veulent comprendre comment ça fonctionne pour en parler, pour le partager. Comment c'est construit. Comme dans d'autres domaines, on a très très peu l'habitude de le faire par rapport à la narration littéraire, par rapport au roman. En fait, les mêmes règles de construction peuvent s'apprendre pour comprendre, pour apprécier plus, pour transmettre. Le plaisir, il vient devant le bel ouvrage, en général. Ouais, on n'oppose vraiment pas le travail d'apprentissage comme la musique, quoi. Si on veut vraiment savoir très bien improviser, il faut être très bon. Il faut déjà avoir appris les bases. Si on commence par l'improvisation, c'est très rude. C'est pareil en littérature. Partir sur de l'improvisation, sur 5 pages ça va, sur 10 pages ça va, sur 20 pages ça commence à être dur. Après, donc les règles ne s'empêchent pas après de jouer avec et de les faire à sa manière surtout. Voilà, ça c'est un premier outil. Alors on l'utilise souvent. Donc là, moi je l'utilise la première matinée, le lundi. On se présente et puis on pose des objectifs, qu'on soit clair. On est assez clair souvent sur les objectifs pour que les gens qui viennent chez nous, normalement, sont au courant de pourquoi ils viennent. Mais on se met d'accord sur qu'est-ce qu'ils vont trouver dans le stage et qu'est-ce qu'ils ne vont pas trouver. C'est-à-dire s'il y en a qui veulent faire des jeux avec des mots, s'il y en a qui veulent écrire de la poésie, tout de suite on ne va pas se mettre là. On est clair sur quels sont les objectifs de la formation. Et puis après, donc, on a un tableau noir à l'ancienne dans notre salle. Et donc moi je dessine ce tableau là avec des blancs. Donc on fait un brainstorming pour définir le genre. On parle beaucoup de polar, on en a beaucoup parlé. Le festival s'appelle Quai du Polar et en tant qu'auteur polar, en fait, ça veut pas dire c'est pas d'une grande aide en fait le polar. Et vous allez voir qu'en fait il y a 3 sous-genres qui sont rarement à l'état pur. Vous voyez la dernière ligne, ça s'appelle exemple pur. Alors, c'est-à-dire des exemples de romans à énigmes qui sont ni thriller ni roman noir. Il y en a eu pas mal, il y en a de moins en moins.
Maintenant, c'est le roman à énigmes, roman noir et thriller sont souvent mêlés dans un même bouquin. Mais il y a des grosses... même Vargas, on va dire. Vous avez tous à peu près lu au moins Vargas, non? Non. Qui est quand même, on va dire, qui penche très fortement sur le roman à énigmes. C'est d'avant tout une enquête. Mais Landamsberg, à plusieurs reprises dans les derniers romans, il est enfermé, il est mis en difficulté. Et là, on utilise les outils du thriller pour mettre en difficulté l'enquêteur. Et c'est plus l'Hercule Poirot tranquillou qui n'est jamais mis en danger. C'est qu'un défi intellectuel. Bon, il y en a encore. Hein. Bon, là, il n'y a pas de plus, c'est mieux, c'est pas mieux. Mais actuellement, ça a tendance à se mélanger. Donc voilà. Et puis avec le groupe, on essaie de remplir les cases. En brainstorming. Donc là, vu qu'on n'a pas le temps et qu'on est, on est une centaine, on va très rapidement voir quelles sont les différences. C'est ce qu'on appelle une typologie, en fait, comme Weber, le sociologue. En fait, la typologie, elle sert à se repérer, elle sert à comprendre. Hein, et encore une fois, à l'état d'un un roman et jamais que roman à énigme, que thriller ou que roman noir. On verra qu'il y a des exemples purs, mais c'est assez rare. Alors d'abord, l'effet que crée l'histoire sur le lecteur. Important, question à se poser en tant qu'auteur. Qu'est-ce que je veux faire ressentir au lecteur? Je veux le faire rire. Alors, même dans un polar, on peut essayer de le faire rire, il y en a un paquet. Donc le roman énigme, que ce soit roman énigme, thriller, roman noir, on a de l'effroi provoqué par la violence. Alors c'est pas toujours les mêmes violences. Le roman énigme, c'est plutôt la violence d'un premier acte. On voit un corps complètement démembré. C'est une scène qui doit prendre le lecteur dès le départ, et puis après il va avoir l'enquête. Sur le thriller, c'est plutôt le protagoniste, c'est la violence des attaques qui sont faites sur le protagoniste, qu'on va appeler la proie. Sur le roman noir, il y a deux choses. Il y a de l'effroi, il y a la violence psychique, c'est-à-dire que souvent on se met dans le point de vue de l'assassin. D'accord ? Il y a beaucoup de romans noirs qui en fait décrivent la chute d'un personnage qui devient assassin. Et on a surtout dans le roman noir la violence sociale, socio-politique, économique qui est mise en scène. Dans le roman énigme, le deuxième effet créé, c'est la curiosité et l'aspect ludique. Le roman énigme, il y a clairement un aspect ludique. On propose un jeu. Tiens, viens voir le lecteur, essaye de deviner qui est l'assassin ou pourquoi il a fait ça, essaye. Et moi, je vais réussir quand même à t'avoir en tant qu'auteur. Donc il y a un caractère clairement ludique qui fait la popularité du roman énigme. Le thriller, c'est plutôt du danger et de l'urgence. Donc on a un protagoniste qui est constamment sous pression. Les attaques incessantes de la part de l'assassin, mais d'autres, en gros, de l'adversité. Donc créer de la tension, de l'appréhension. Dans le roman noir, on a dénoncé et aussi, notamment dans les... on a rendu confus le bien et le mal. Beaucoup de romans policiers, on va dire de romans à énigmes qui penchent du côté du roman noir, mettent en scène en fait un enquêteur qui est aussi dysfonctionnel et violent que l'assassin. Et là, on pense... Donc du coup, on rend confus dans l'esprit du lecteur et ça fait réfléchir sur quelle violence, est-ce qu'on n'a pas tous un peu de violence? Est-ce que dans certaines circonstances, on ne pourrait pas tous passer à l'acte? Donc voilà, souvent dans le roman noir, on rend confus le bien ou le mal de manière assez volontaire. Ce qui n'est pas le cas du roman énigme, où on a clairement le gentil Sherlock Holmes et le méchant assassin. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais voilà, c'est différentes manières d'aborder. Voilà, je ne sais pas si on va avoir le temps. On pourrait y passer des plombes. Donc ça, dans l'approche pédagogique, les stagiaires l'ont à la fin, c'est-à-dire qu'on discute sur quels sont les personnages clés du roman énigme, quels sont les personnages clés du thriller et du roman noir. Et après, le récapitulatif est donné sous forme de fiches, mais là, sur cet outil-là de brainstorming, l'objectif, c'est bien de construire le savoir et de discuter autour. C'est une grosse introduction à la semaine de stage, en fait. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez... On peut continuer encore 5 minutes, ça vous va? Ouais. Variante de sous-genre.
Donc je suis passé sur les personnages, l'univers narratif. Hein. Et après, c'est que des phases, comment on a donc le roman policier classique. L'enquêteur est un professionnel, donc ou flic ou détective. D'accord. On a l'énigme historique, donc ça peut aller avec le roman policier aussi, mais c'est aussi recherche vous savez, tous les bouquins un peu ésotériques, recherche d'un objet, voilà. L'énigme à huis clos qui est les 10 petits nègres, comment ça s'appelle, Rouletabille, le mystère de la chambre jaune, voilà. Et on a l'enquêteur amateur, c'est intéressant, l'enquêteur amateur parce que lui c'est pas son job, il n'est pas obligé de mener l'enquête. Donc souvent quand on met en scène un enquêteur amateur, donc il va mener une enquête, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut que ce soit un proche. Pourquoi se lancer dans une enquête en tant qu'amateur? Il faut que ça nous touche de près. Donc souvent c'est un proche qui est assassiné et la police fait pas son boulot, donc l'enquêteur amateur, il fait le boulot. Hein. Donc il y a beaucoup de romans policiers qui sont des enquêteurs amateurs. Le thriller, donc le thriller psychologique, donc ça c'est... alors le thriller, je mets la base du thriller, c'est plus l'enquête, c'est une proie, le thriller pur. Hein. Je parle pas du thriller policier, le thriller pur. On a une proie, un monstre, un chasseur. On a quelqu'un qui est mis entre les griffes. Sandrine Colette, les nœuds d'acier, vous voyez. Bon, thriller pur, hein, ça se passe tout dans une cave, c'est un ex-tolard qui se balade en forêt, il y a 2 paysans qui l'enferment dans une cave et ça c'est un thriller, ça n'a rien de policier, il n'y a aucune énigme, c'est pas un roman noir. Là on a le thriller pur et c'est bien, hein, thriller. Alors thriller psychologique c'est souvent un proche, hein, c'est le voisin, le chasseur, c'est le mari ou la femme, le grand-oncle. Voilà, thriller psychologique c'est souvent un proche qui va faire le rôle de chasseur. Thriller aventure, c'est vous voyez, c'est une balade en forêt entre copains, puis il y en a un qui pète les plombs et qui veut tuer tout le monde. Quoi. Donc, voilà. Donc grosse course-poursuite dans la forêt pendant 200 pages. Voilà. Thriller pur, aventure, ou en pleine mer, etc. Un thriller policier, je ne reviens pas, c'est du policier qui, à un moment donné, c'est pratiquement ce qu'on retrouve maintenant beaucoup, un enquêteur qui va commencer une enquête plutôt pépère, et à un moment donné, c'est plus lui qui va chasser, c'est lui qui va se faire chasser. Une grosse mise en difficulté de l'enquêteur. Alors, thriller politique, économique, espionnage, donc c'est souvent elle est le témoin du crime mafieux, quoi. Voilà. La personne ou le lanceur d'alerte qui a des papiers compromettants sur le nucléaire, et puis il devient la proie. Et du coup, il se fait chasser par l'industrie du nucléaire. Voilà. Il y a plein d'exemples. Roman noir. Alors là, le roman noir, c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de. Le roman noir, c'est très très vague, c'est ce qu'il y a de plus vague. On a le roman noir à énigme, je reviens pas. Ahmet, Inspecteur Rebut, Ranking. Où il picole, il est violent. Voilà, Elroy, beaucoup, hein, des flics aussi pourris que les assassins, quoi. Donc là, on est vraiment sur un roman énigme, il y a quand même une enquête. C'est un roman noir. Là, il y a la tragédie, il y a vraiment des choses du genre qui se rapprochent de la tragédie. Je pense à... comment ça s'appelle ? J'ai paumé j'essaie de retrouver... je sais plus. Des souris des hommes, par exemple. Des souris des hommes, ça peut clairement être un roman noir. On peut classer le roman noir, hein. Pessimiste sur la fin, il y a un acte de violence à la fin. C'est plutôt une tragédie. Il y a aussi, voilà, on met en scène dans le roman noir aussi pas mal, donc dans les drames, c'est on achève bien les chevaux. D'espèces de pauvres gars, pauvres filles, et on voit leur descente jusqu'à un acte final violent. Donc le roman noir, c'est divers. C'est difficile en tant qu'écrivain de dire je vais écrire un roman noir. En fait, on se retrouve avec un espace de possible qui aide pas beaucoup. Souvent, on va construire une base de thriller ou plutôt une base de roman à énigme, et on va y mettre
Dans la personnalité de l'enquêteur, dans l'univers qu'on décrit, on va y mettre du noir. Dans la description de la violence, dans la description du gouffre psychique dans lequel sont les personnages, on va mettre du noir, en fait. C'est plus ça. Le roman noir pur, souvent, en fait, c'est souvent de la littérature dite blanche générale. En fait. Donc voilà, quand on dit roman noir, ici, au Quai du Polar, c'est en fait roman policier noir. Hein. Et puis voilà, donc je passe pas tout le tableau. Le but, donc du coup, sur la semaine, c'est de construire une structure en 5 actes d'un polar. Donc construire une structure de polar, ça demande des mois, voire une année. Juste de construction, sans passer par l'écriture, hein, de construire. Là, on le fait en une semaine, donc c'est vraiment pour expérimenter. Hein. On a des apports théoriques. Qu'est-ce que c'est qu'un indice? Quels sont les différents types d'indices? Les différents types de mobiles? Comment on construit un meurtre? Donc là, c'est des outils théoriques. On discute autour d'outils théoriques. Après, il y a toujours, parce qu'on est là pour faire, et l'écriture, c'est un savoir-faire, c'est pas un savoir, donc il faut pratiquer beaucoup. Du coup, on expérimente. Hein, une fois qu'on a dit c'est quoi le mystère, c'est quoi le surplomb, c'est quoi le suspense, comment on gère l'information, et ben on fait des exercices sur c'est quoi le suspense, c'est quoi le mystère, et on crée un mystère, on crée du suspense. Voilà. Donc il y a une mise en pratique, et après il y a un retour sur les productions. Voilà. En gros, ça s'articule comme ça. Et à la fin de la semaine, le vendredi, en ayant construit les personnalités des personnages, l'univers narratif, la structure, on arrive à des histoires qui tiennent la route, après qui ont besoin bien sûr d'énormément de retravail, hein. Ça se fait pas en une semaine, une structure, mais ça pose de bonnes bases. Voilà en gros ce qu'on propose sur Stage Polar. On l'a déjà fait 2 fois, là on le propose dans 2 semaines et puis en juillet aussi. Eh ben, bon appétit, si vous avez des questions. Voilà, je ne vais pas vous décourager. Pour conclure, une dernière question. Est-ce que c'est important la structure dans un polar? C'est surtout la construction du meurtre, encore une fois, enfin, sur le roman policier. On ne peut pas embarquer le lecteur de manière fine sur des fausses pistes sans savoir nous-mêmes en tant qu'auteurs exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire exactement avoir en tête déjà, avoir construit comment l'assassin il a fait. D'accord ? Donc il faut construire cette scène-là qui est la scène finale de dévoilement. Hein ? Comment il a fait, minute par minute, qu'est-ce qu'il avait dans la tête l'assassin. D'accord ? Il faut le savoir, ça, pour après, lorsqu'on met l'enquêteur en scène qui découvre, et le lecteur découvre avec l'enquêteur, que nous, en tant qu'auteur, on soit au clair sur ça. Sinon, c'est infaisable. Ou alors, on le réécrit, son roman, on le réécrit 50 fois pour que ce soit fin. Donc voilà, donc, la construction. C'est un peu un travail de construction à l'envers. Voilà. On construit le crime et puis le labyrinthe pour arriver à comprendre ce qui s'est passé. Et c'est cette dimension ludique, plus la violence, l'adrénaline, qui fait qu'on aime autant les polars. Voilà, donc on est à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous a fait circuler la carte où il y a l'adresse de notre site. Il y a énormément de ressources sur notre site accessibles gratuitement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Voilà. Merci pour avoir tenu avant le repas.